France Bleu Vaucluse. 9h-10h à votre service. David Perron. 9h07 à votre service jusqu'à 10h. Le défi 10 jours sans écran 2024 débute aujourd'hui. Le plaisir d'avoir avec nous jusqu'à 10h Michèle Blin, la directrice fondatrice de l'association Horizon Multimédia, pour évoquer tout cela, pour essayer de parcourir un petit peu tout ce qui concerne nos connexions, nos reconnexions, nos déconnexions même. Bonjour Michèle et bienvenue à vous. Bonjour et merci de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir, 04 90 14 04 04. Appelez-nous dès maintenant pour témoigner, pour nous dire un petit peu comment ça se passe à la maison, avec les écrans, avec vos enfants, avec vos ados. Qu'est-ce qu'on peut dire pour juste poser les choses ? Quelle est l'intention de ces 10 jours sans écran ? Interdire, est-ce que c'est la solution, Michèle ? Alors nous, notre devise, c'est plutôt éduquer plutôt qu'interdire. Je crois que c'est important de partir sur ces bases. Alors aujourd'hui, premier jour de 10 jours sans écran, on l'a plutôt appelé, nous, moins d'écran pour voir autrement. Ah, j'aime bien, et on va essayer de se désintoxiquer tous ensemble, mais pourquoi faire ? Pour mieux nous reconnecter à votre service, et c'est jusqu'à 10h et c'est parti. 9h-10h à votre service sur France Bleu Vaucluse. Prenez la parole au 04 90 14 04 04. Michèle Blin avec nous, directrice fondatrice de l'association Horizon Multimédia. J'aime bien le titre, le nom de votre association, parce qu'on est plutôt dans de l'interdiction, dans de la privation, et en même temps votre association, elle s'appelle Horizon. C'est pour voir peut-être autrement et pour voir plus loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est surtout pour voir l'avenir de façon positive, parce que les écrans aussi, c'est un outil de communication justement, et je crois qu'il faut faire très attention sur aussi les différents rapports. Donc oui, voir demain, voir en la jeunesse aujourd'hui quelque chose de positif, c'est important pour nous. Et ce qui nous intéresse chez vous, qui nous écoutez sur France Bleu Vaucluse ce matin, c'est de savoir un petit peu comment vous vivez tout ça, combien d'écrans vous avez à la maison, comment est-ce que ça se passe avec vos enfants, et est-ce que vous arrivez à maintenir une communication familiale malgré l'arrivée des smartphones ? Michèle, c'est peut-être le plus gros fléau, ça, d'avoir une communication avec les réseaux et avec tout ça, et de plus arriver à communiquer en interne en famille. Oui, je pense que c'est la plus grande difficulté, en tout cas que les parents nous disent aujourd'hui. Nous nous accompagnons aujourd'hui sur la région PACA et nos amis corses, plus de 50 000 élèves, y compris aussi les familles. Nous renforçons les compétences parentales, et c'est vrai que souvent les parents nous disent mais comment lutter contre effectivement l'utilisation de ces smartphones? Et c'est là tout l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement éviter la technoférence, c'est ça, c'est-à-dire privilégier les interactions familiales, les interactions avec les amis, plutôt que de s'enfermer sur ces smartphones. C'est l'enjeu d'aujourd'hui, et nous accompagnons les jeunes et les familles aujourd'hui justement à recréer des moments de partage, des moments de vivre ensemble, des moments de convivialité. Parce qu'on est un petit peu décontenancé quand même face à tout ça. Ça nous a un peu dépassé, l'arrivée de ces smartphones dans la sphère familiale. Et puis, empêcher un enfant ou un ado d'avoir son propre smartphone quand on est en train de parler, c'est extrêmement culpabilisant aussi. Oui, alors c'est sûr, après c'est extrêmement récent, même si on peut dire qu'on a une bonne dizaine d'années de recul sur vraiment l'apparition et l'utilisation de façon exponentielle des applications. Mais je dirais que chacun y retrouve aussi son intérêt. Qui va utiliser les applications de GPS pour consulter ses comptes bancaires, pour dialoguer, pour rechercher des amis d'antan. Donc je crois que aussi ces questions-là font que on a besoin aussi d'échanger, de partager. Mais effectivement, cette technologie peut aussi enfermer, comme elle peut justement amener à découvrir le monde. Je crois que c'est sur ces technologies qui enferment qu'il va falloir effectivement éduquer. 04 90 14 04 04. On vous attend à votre service pour le défi 10 jours sans écran. Comment ça se passe à la maison, notamment avec vos enfants et avec vos ados. On vous attend pour témoigner, pour poser vos questions à Michèle Blin, directrice fondatrice de l'association Horizon Multimédia. 9h-10h à votre service sur France Bleu Vaucluse. 04 90 14 04 04. Le défi 10 jours sans écran 2024 débute aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe à la maison de manière numérique. Comment faites-vous pour arriver à concilier tout cela, à maintenir la communication et à gérer, Michèle Blin, vous qui êtes notre invitée en tant que directrice fondatrice de l'association Horizon Multimédia, à gérer
toutes les problématiques de santé. Je pense au manque de sommeil, je pense à la santé mentale, je pense au manque de concentration. Ça fait partie quand même des effets collatéraux d'une surconnexion permanente, y compris nocturne, non? Alors déjà, moi, je voudrais repartir sur la notion de besoin des enfants. Ouais. Les enfants ont besoin de jouer, ont besoin de dialoguer, ont besoin de partager, dans les villes comme dans les campagnes d'ailleurs. Et c'est vrai qu'avec en moyenne 10 écrans par famille aujourd'hui. Quand même. Donc on peut voir des conséquences justement néfastes des écrans sur plusieurs aspects justement de la santé somatique des enfants et des adolescents. Et le premier effet est déjà le manque de sommeil. Je pense que effectivement, ce déficit de sommeil qui pèse chez les enfants comme chez les adultes d'ailleurs, on voit bien les enfants qui arrivent en classe le matin extrêmement fatigués, et tout ça, ce n'est pas favorable justement à la concentration et au développement des apprentissages. Mais c'est quoi la solution? C'est supprimer les smartphones? C'est leur dire non, dors, prends un livre? Et s'ils veulent pas, comment on fait? Alors justement, je vais vous faire part d'une petite expérience que j'ai eue justement avec des parents qui me disaient mais c'est impossible de supprimer les smartphones le soir, il va me faire une crise. Alors j'ai dit écoutez, je pense qu'il faut expliciter aux enfants que les parents sont là pour les aider, pour les accompagner, pour aussi garantir leur santé, et que notre mission en tant que parents, c'est justement de veiller à leur santé. Et du coup, que le soir, vous allez donc leur demander d'éteindre leur smartphone à partir d'une certaine heure, selon s'il y a école ou pas école. Et du coup, plusieurs parents ont expérimenté de dire non à leurs enfants le soir. Et quand j'ai eu les retours des parents, une quinzaine de jours après, ils m'ont dit, écoutez, on pensait pas que ça pouvait être si facile. En fin de compte, je crois que le plus difficile, c'est de dire non. Avec des effets, oui, avec des enfants dociles aussi, parce que si on a des ados quelquefois qui sont un peu plus grands et qui résistent, c'est pas si simple quand même, parce que dire on supprime le smartphone, c'est aussi couper une forme de communication numérique, et c'est aussi contribuer un peu à désocialiser d'une autre manière. Alors non, je dis pas de couper le smartphone dans la journée, sur des temps où effectivement ça va pas impacter la santé, mais on sait que si on laisse le smartphone à un enfant la nuit, on sait très bien qu'il peut être dérangé par des notifications, et que du coup ces notifications, effectivement, elles peuvent avoir aussi un impact sur la santé mentale. Je pense notamment de cas de cyberviolence, de cas de cyberharcèlement, ou peut-être de moments voilà d'injures, d'humiliation. Donc, et puis aussi du coup ça va impacter le sommeil. Donc on parle aussi de santé mentale là. Donc je pense qu'il y a des temps pour les écrans et des temps où les écrans ne sont pas nécessaires. Je pense notamment le soir, comme on a dit, puis les temps de repas qui sont aussi des temps d'échange et de partage en famille et entre amis, bien sûr. Pour que tout le monde reste concentré sur l'instant présent, quelque part, pour être ensemble. Mais c'est pas si facile non plus. On est nombreux à avoir testé l'histoire de la corbeille qu'on met à l'entrée de la maison avant de se mettre à table. Tout le monde pose le truc. On passe pour le méchant quand même quand on fait ça. Tout le monde nous fait des yeux waouh, parce que les ados, ils ont pas pu réagir à la notification Facebook ou Insta ou autre. C'est compliqué quand même. Alors vous avez dit quelque chose de très important, c'est tout le monde. Voilà, tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les parents jouent le jeu. Voilà. C'est-à-dire oui, il faut que à table, bien sûr, pas d'écran pour les enfants, mais pas pour les parents non plus. Or aujourd'hui, il y a une étude qui indique que les parents, en moyenne, peuvent effectivement dégainer, c'est comme ça qu'on le dit, leur téléphone portable de leur poche environ 251 fois par jour. C'est fou. C'est énorme. Et les enfants agissent par mimétisme. Ça veut dire que quand je vois mon parent tout simplement sortir son téléphone à table, pourquoi est-ce que moi je ne le ferais pas? Sûr. Et donc du coup, c'est une forme d'éducation aussi qu'on doit avoir, du coup, et que on doit aussi avoir des moments de qualité. Donc des moments de qualité, c'est des moments de partage. Et bien sûr qu'on a besoin aussi de temps à soi, où on est avec son smartphone, où on échange avec les copains, les copines. Voilà, on s'évade. Mais il y a des temps comme ça où on doit travailler le vivre ensemble. 04 90 14 04 04. Nous parlons de ce défi 10 jours sans écran. Êtes-vous prêt, êtes-vous prête à le tenir, ce défi 10 jours sans écran? C'est-à-dire que voilà, vous coupez la tablette, vous coupez le smartphone. C'est vraiment sans écran du tout, Michel, ou c'est un tout petit peu? Alors non, c'est la raison pour laquelle nous on l'appelle moins d'écran, pour voir autrement, c'est irréalisable. 10 jours sans écran, parce que avec le travail, parce que avec l'école, vous savez bien qu'aujourd'hui les devoirs, pronotes, les espaces numériques de travail. Donc non, aujourd'hui il s'agit pas d'interdire, je l'ai dit, il s'agit d'avoir des temps
effectivement, où on peut utiliser le smartphone, des temps sans smartphone, et puis surtout, comment travailler le numérique éducatif. Je fais bien la différence entre le numérique de consommation et le numérique éducatif qui, lui, va permettre de développer des apprentissages, et puis aussi va pouvoir aussi permettre à des enfants différents. Effectivement, ça je pense que c'est important d'avoir des outils appropriés. On va dire un petit mot, Michel, de tous les rendez-vous que vous proposez aux parents, même pourquoi pas aux enfants et aux ados, des rendez-vous, des groupes de parole aussi, des échanges de discussion. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées en Vaucluse cette semaine. Oui, moi je vous invite à venir nous rencontrer donc sur tout le territoire de Vaucluse, puisque nous avons plusieurs événements. Vous pouvez aller consulter les jours et les heures de ces événements sur notre site internet horizonm.fr. Donc ce sont des rencontres bien évidemment avec les parents, mais c'est surtout aussi des activités alternatives aux écrans. C'est-à-dire que nous avons fait tout un travail de maillage territorial avec différents partenaires, des centres sociaux, des clubs de sport, des activités de loisirs, des activités culturelles, où parents et enfants, justement, peuvent profiter de ces temps-là pour partager des activités en famille. Donc, je vous invite aussi à télécharger notre livret pédagogique à destination des familles pour faire des activités ensemble. Il est gratuit et téléchargeable sur notre site internet horizonm.fr. On va redire, Michel, également que c'est un enjeu de santé publique qui nous concerne toutes et tous. Aujourd'hui, c'est un véritable enjeu de santé publique. C'est vraiment une problématique, on va dire, nationale, pour pas dire mondiale. C'est cette question des usages du numérique. Et d'ailleurs, si on regarde le dernier rapport gouvernemental, Enfants et écran à la recherche du temps perdu, justement, on voit bien combien cet enjeu est de santé publique et il nous concerne tous, parents, enfants, mais aussi professionnels. Nous avons tous besoin d'être formés et accompagnés sur ces enjeux. La solution, c'est peut-être pas forcément d'interdire, mais de réexpliquer. On va le dire et le redire. La communication, c'est sûrement le levier numéro 1. Oui, donc moi je pense qu'il faut bien sûr former et accompagner au numérique, ça on l'a dit, c'est le premier enjeu. Il faut massifier aussi toutes les propositions alternatives aux écrans. Il faut travailler avec les collectivités pour remettre en place des espaces destinés aux jeunes. Bien sûr, dans de nombreuses communes, on a déjà pas mal d'espaces, mais je crois qu'il faut intensifier ces espaces. Il faut aussi amplifier l'aide à la parentalité. Je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les parents. Beaucoup de parents n'ont pas forcément connaissance de tous ces réseaux sociaux. Puis ça va extrêmement vite. Donc je crois qu'il faut éviter de culpabiliser, mais surtout vraiment prendre le temps de les accompagner, de leur faire comprendre les enjeux. Et c'est surtout en mettant en place des actions concrètes qu'on va amener les parents à reprendre leur place d'éducateurs. Et puis aussi peut-être un déploiement d'une stratégie globale avec une gouvernance bien sûr renforcée. Et moi, je voulais justement, à travers cette stratégie justement globale, remercier nos partenaires institutionnels qui nous soutiennent depuis des années, qui ont compris dès le départ ces enjeux de société. Et je pense notamment à l'Éducation nationale, l'Agence régionale de santé, les caisses d'allocation familiale et les préfectures. Retarder l'âge du premier smartphone. Tiens, ça pourrait être peut-être une première décision à prendre quand on a des enfants qui demandent comme ça. Est-ce que j'ai envie d'être connecté, tout ça? Ça peut être une solution. On va y revenir à votre service 9h29 sur France Bleu Vaucluse. On va se retrouver juste après cette petite respiration. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Vaucluse, ici, on parle d'ici. France Bleu Vaucluse, 9h-10h à votre service. David Perron. À votre service avec vos témoignages au 04 90 14 04 04. Le défi 10 jours sans écran 2024 débute aujourd'hui. Dites-nous combien d'écrans vous avez à la maison, combien de temps vous passez devant ces écrans et comment ça se passe avec vos enfants. Est-ce que vous arrivez à maintenir une communication familiale malgré l'arrivée de ces smartphones dans votre quotidien? Comment est-ce que vous gérez tout ça de manière très très réelle en fait, sans pourtant culpabiliser? Comment ça se passe avec vos enfants, avec vos ados la nuit? Est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre avec tout ça? Vos témoignages nous intéressent et on vous attend 04 90 14 04 04.
9h-10h, à votre service sur France Bleu Vaucluse. Toutes vos questions au 04 90 14 04 04. Oui, profitez de la présence avec nous de Michèle Blin, qui est la directrice fondatrice de l'association Horizon Multimédia, qui intervient dans de nombreuses classes dans toute la région PACA et en Corse. Dans 1600 classes, quand même, vous avez énormément d'activités. Et comment ça se passe quand vous discutez avec les enfants, avec les ados? Est-ce qu'on vous prend au sérieux? Est-ce qu'on vous écoute, Michèle? Oui, alors déjà, nous parlons d'un sujet qui intéresse les enfants. Donc c'est important pour eux qu'on les comprenne, parce que effectivement, on le disait tout à l'heure, beaucoup de parents aussi n'ont pas forcément cette connaissance, et le fait d'avoir en face des professionnels, donc des experts, qui puissent les comprendre aussi, parce que eux aussi sont victimes. Des stratégies de captation de l'attention, par exemple des algorithmes qui les enferment. Donc ils nous écoutent parce qu'ils sont aussi convaincus qu'ils sont enfermés dans ces questions d'usage numérique, et voilà, ils souhaitent mieux comprendre aussi. Avec les problématiques que ça peut causer ensuite sur les ados en particulier, je pense à la confiance en soi, je pense à l'estime de soi, mais tout ça, ils n'en sont pas toujours conscients. Est-ce que de dire tout cela, est-ce que c'est bien reçu, est-ce que c'est bien accueilli, est-ce que c'est bien accepté tout le temps? Alors bon, il faut déjà savoir que la période de l'adolescence est vulnérable sur le plan psycho-comportemental, d'accord ? Donc la notion d'addiction aux écrans en tant que telle n'est pas encore reconnue par la science, mais les réseaux sociaux peuvent apporter des risques justement lorsqu'il y a une vulnérabilité préexistante chez les enfants ou chez les ados, notamment en cas de dépression ou peut-être d'anxiété. Et c'est vrai que dans un contexte de diffusion massive des usages numériques et de forte fragilisation des dernières années du bien-être mental des adolescents, il faut qu'on fasse attention, bien évidemment, à certains jeunes. Mais discuter avec eux, y compris quand ils rejettent, il faut pas lâcher l'affaire. C'est le conseil que vous pourriez donner à tous les parents qui nous écoutent là ce matin. Ils sont nombreux et nombreuses. La communication, c'est le plus important, même si on sait que c'est un combat des fois, et que des fois, en tant que parent, on peut arriver le soir aussi extrêmement fatigué. Mais non, il faut pas lâcher, parce que justement, cette période de l'adolescence est une période justement où les enfants vont essayer de générer le conflit avec les parents. C'est tout à fait normal. Et donc, justement, pas lâcher l'affaire, continuer à communiquer, essayer de comprendre pourquoi aussi ils sont en permanence sur les écrans. C'est aussi essayer de se mettre à leur place. Je crois que c'est important. Et puis peut-être jouer ensemble, justement, aux jeux vidéo. Ou écouter de la musique. Ou écouter de la musique ensemble. France Bleu Vaucluse, 9h-10h, à votre service, David Perron. Et notre sujet autour du numérique, aujourd'hui à l'occasion du défi 10 jours sans écran, avec l'association Horizon Multimédia et sa directrice fondatrice Michèle Blin. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, Michèle, et c'est le mot de protection par rapport à l'engagement des parents, d'un père et d'une mère qui est responsable. Avant d'interdire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres actes à poser et pour que ça soit un peu plus facile à digérer de la part de nos enfants, et puis qu'ils soient moins en danger aussi, parce qu'il faut quand même parler des dangers concrets et de la manière dont ils sont exposés, nos enfants. Bien sûr. Alors moi je dirais que l'accès non maîtrisé justement des enfants aux écrans et l'insuffisance de régulation des contenus auxquels justement les mineurs peuvent être justement exposés. Surtout, on va parler de pornographie, on va parler de contenus d'extrême violence. Justement, peuvent peser sur leur équilibre, mais je dirais que du coup, il est important de mettre en place donc des outils de protection. Alors, on va parler de contrôle parental, bien évidemment. On va parler aussi des outils qui permettent donc d'interdire l'accès à certaines heures, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des outils qui existent. On va parler aussi peut-être de la norme PEGI, justement, qui va permettre aux parents de mieux conseiller sur l'achat d'un jeu vidéo. Alors la norme PEGI, justement, c'est une norme qui est indiquée sur les boîtes de jeux vidéo, même les jeux achetés, mais les jeux aussi en téléchargement, qui permet d'indiquer aux parents l'âge pour lequel le jeu
est autorisé. Donc, par exemple, 3 ans, une norme PEGI 3 ans, ça veut dire qu'on n'a pas le droit, effectivement, de jouer à ce jeu si on n'a pas au moins 3 ans, par exemple. Voilà. Donc, je pense que ça, la norme PEGI, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on diffuse, nous, dans nos réunions parentalité, bien évidemment, mais il y a aussi les pictogrammes associés à la norme PEGI, par exemple, qui permet d'identifier aussi les contenus d'un jeu. Est-ce que ce jeu est violent, par exemple? Est-ce que ce jeu, il va y avoir des scènes, par exemple, de nudité, par exemple? Est-ce que dans ce jeu, il va y avoir, par exemple, aussi des micro-paiements? Donc ça, c'est important. Bon nombre de parents aujourd'hui ont permis à des enfants qui n'avaient pas 18 ans de jouer à des jeux non autorisés avant l'âge de 18 ans et qui ont vu des enfants avoir accès à des contenus pornographiques, par exemple. Accès à, par exemple, à des missions où on devait dealer de la drogue, par exemple. Donc, s'il y a un âge sur le jeu, ça veut dire que justement, derrière, il y a des contenus qui ne sont pas adaptés parce que les enfants ne sont pas matures pour accéder à ces contenus. Il y a une notion commerciale aussi, on est exposé à toutes les sollicitations commerciales de manière inconsciente, mais voilà, on est quand même des victimes de tout ça. Alors, bien évidemment, cette norme PEGI, elle est européenne. Nous, en France, on a un petit plus parce qu'on ne dit pas souhaité, on dit interdit avant l'âge. Donc, c'est déjà le petit plus. Mais vous vous doutez bien que quand vous allez dans les centres commerciaux, si un enfant qui n'a pas 18 ans achète ce jeu, personne à la caisse ne lui interdit de l'acheter, bien évidemment. C'est toute cette partie commerciale. Et accepter aussi les frustrations que ça peut générer après au sein du foyer familial. Parce que quand tous les copains et les copines jouent à un jeu et que nous, on dit non, là, tu peux pas parce que c'est interdit, c'est compliqué quand même. Eh bien, bien évidemment, quand vous êtes en classe et puis à la cour de récréation, vous allez parler de différents jeux comme Fortnite ou Call of Duty, etc. Bien évidemment, et que moi je peux pas en parler. Mais quand j'arrive à la maison, qu'est-ce que je dis? Papa, maman, oui, tu comprends pas, mais tous mes copains ont accès au jeu, mais toi t'es un vieux ou une vieille. Voilà, c'est ce qu'on entend tous les parents. Et que de fait, effectivement, ça crée des conflits familiaux et puis ça crée une marginalisation à l'école. C'est pour ça que c'est important que on puisse travailler avec les parents sur ces questions-là pour dire si ce n'est pas autorisé avant l'âge de 18 ans, effectivement, c'est que les contenus sont pas adaptés. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir accès à des images choquantes et bien évidemment, ça crée aussi des problèmes au niveau de la santé. On va parler des solutions que vous préconisez pour prévenir aussi l'isolement lié aux écrans. Je pense aux grands ados qui s'enferment dans les chambres comme ça, qui ne veulent plus parler à personne et qui sont connectés des heures et des heures, le jour et la nuit. Ça peut devenir compliqué. 9h-10h, à votre service sur France Bleu Vaucluse. Le défi 10 jours sans écran démarre aujourd'hui. Comment vivez-vous avec tout ça à la maison? Appelez-nous pour témoigner. 04 90 14 04 04. Notre invitée, Michèle Blin, qui est fondatrice et directrice de l'association Horizon Multimédia. Michèle, vous nous disiez, pendant qu'on écoutait Miley Cyrus, que vous interveniez désormais auprès des tout-petits. Ça, c'est une évolution qui est récente, c'est ça? Oui, au cours ces 5 dernières années, on a pu voir effectivement cette évolution, c'est-à-dire qu'on intervenait prioritairement dans les collèges. Et voilà que maintenant nous intervenons dans les moyennes sections donc en école élémentaire, moyenne section de maternelle. Et on voit bien qu'aujourd'hui on travaille nous par exemple avec un groupe de spécialistes bien sûr professionnels de la petite enfance pour créer un livre à destination donc des parents dont c'est le premier enfant qui va être distribué dans les maternités. Pour justement prévenir des risques liés à l'usage des écrans chez les jeunes enfants en matière notamment de neurodéveloppement. Ça sera plus facile, de limiter les choses si on n'a pas autorisé. Si on ne savait pas que ça existe, ça sera toujours plus facile de limiter tout ça. Il y a Cécile qui nous rejoint. Bonjour Cécile, bienvenue sur France Bleu Vaucluse. Bonjour David, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Nous écoutons votre question, Cécile, allez-y. Déjà, merci de mettre en place tout ce que vous faites parce que ça nous aiguille énormément en tant que parents. Merci à vous. Et ma question, en fait, c'est comment détourner l'envie très forte d'un enfant qui a envie un petit peu tous les jours de regarder son dessin animé et qui, en fait une routine un petit peu quotidienne. Michèle Blin vous répond. Alors, je dirais qu'il faut y aller par étapes parce que, effectivement, la question des habitudes, agir sur les habitudes de vie, je crois que c'est le plus difficile, même nous, en tant qu'adultes, on a des habitudes et c'est complètement difficile de nous détourner. Je crois qu'il faut remplacer donc ce moment de dessin animé, on est d'accord,
par une autre activité, c'est-à-dire proposer dans un premier temps une activité qui va l'intéresser, bien évidemment, accompagner peut-être avec papa, maman s'il est disponible, ou peut-être une activité seule, si effectivement, pour l'amener petit à petit à prendre plaisir, parce que cette question de regarder les dessins animés, on prend plaisir à regarder les dessins animés complètement, le cerveau en tout cas lui l'enregistre comme ça, et donc il va falloir lui proposer une activité alternative qui lui donne aussi du plaisir. Voilà, Cécile. D'accord, merci Michel. Vous avez des petites idées pour les idées alternatives et les propositions que vous allez pouvoir faire à votre enfant ? Oui, il y a toujours tout un tas d'idées, mais c'est vrai que c'est cette notion de décharge que permet finalement ce moment de télévision un peu au calme, qui prédomine dans nos journées et qui nous convient même à nous en tant que parents. Mais Michel a raison, il faut détourner l'envie par une autre envie en fait. Et voilà, je vais le faire. Michel, allez-y pour finir. Alors justement, j'ai bien entendu le mot de décharge, mais je crois que lui proposer une activité aussi qu'il pourra faire seul, en lui donnant une récompense, c'est-à-dire en le valorisant, je pense que les enfants justement souhaitent être valorisés et lui dire écoute, une fois que tu as terminé cette activité, on va regarder ça avec papa, maman, et puis le valoriser, le récompenser par rapport à ce qu'il a fait, ça va lui donner envie de recommencer. Voilà, merci beaucoup Cécile pour votre témoignage, votre question. Très belle journée à vous, avec grand plaisir. Merci d'écouter France Bleu Vaucluse, bonne journée, 9h50. Le site internet s'intitule i-parents.fr avec beaucoup d'interactivité aussi, Michel, sur ce site internet. Oui, alors ce site internet permet de répondre aux questions les plus récurrentes des parents, et notamment avec 2 entrées, une entrée pour les parents de jeunes enfants et une autre entrée pour les parents de pré-ado. Et au-delà justement des questions, parce qu'il est présenté sous forme de foire aux questions, il y a aussi des articles, justement des articles qui concernent la vie du quotidien, et l'accès aussi pour poser des questions à notre psychologue clinicien. Donc voilà, pour les familles qui sont le plus en difficulté, justement, notre psychologue peut aussi les accompagner. Michel Blin avec nous encore pendant quelques minutes pour terminer cette émission, parce que ça passe très vite. On pourrait terminer, Michel, sur les autres problématiques de santé liées à cette surconnexion permanente. Alors tout à l'heure, nous avons parlé effectivement du déficit de sommeil. Je vois aussi d'autres impacts sur la sédentarité, le manque d'activité physique. On voit bien les inscriptions dans les clubs sportifs ont vraiment diminué depuis le Covid. Donc c'est la question aussi de l'effort. Bien évidemment, j'ai dit, ces écrans, ces usages numériques donnent du plaisir, et c'est vrai que le sport aussi peut développer aussi, bien sûr, des hormones comme l'ocytocine, par exemple, et ce sont aussi des hormones du bien-être et du plaisir, et les jeunes, les adolescents, les jeunes en ont besoin. D'autres effets aussi, bien sûr, sur la question du surpoids, bien évidemment, si on est trop sédentaire, oui, on peut avoir une augmentation du poids, et notamment toutes les pathologies chroniques qui en découlent, des problèmes, par exemple, on parle beaucoup de myopie accommodative aujourd'hui, effectivement, avec les risques possibles pour la rétine en lien avec la lumière bleue. La lumière bleue qui va retarder aussi l'endormissement. Donc voilà, on va dire toute cette santé somatique aujourd'hui, je pense que c'est important qu'on explicite justement aux parents ces impacts. Et puis on va terminer aussi de manière un peu positive quand même pour ce défi 10 jours sans écran qu'on est quand même tous plus ou moins prêts à tenter. En tout cas, on va essayer de pas totalement supprimer, mais de limiter. Et j'aimerais bien qu'on reprenne les mots qu'on a utilisés au tout début de l'émission et les slogans que vous avez trouvés. Je les trouve très jolis et surtout très positifs, très constructifs. Ils sont beaucoup moins punitifs quelque part. Oui. Vivre les écrans autrement, oui, c'est important. Il ne s'agit pas d'interdire, mais de redonner la place à la famille, redonner la place aux amis, redonner la place à l'échange, redonner la place à la communication, au plaisir d'être ensemble, partager des bons moments ensemble. Et tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui doit être naturel. Laissons les écrans à leur place, c'est-à-dire que nous allons les utiliser quand nous en avons besoin. Nous devons plutôt les utiliser que les subir. Merci beaucoup Michel Blin, c'était un grand bonheur de vous avoir et d'échanger avec vous autour de ces sujets. Merci à vous. L'association s'appelle Horizon Multimédia et le site internet c'est www.e-parents.fr.